Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'interviens aujourd'hui pour parler de la motion 41. Comme vous savez, cette motion est très semblable à la motion 42, dont nous allons également débattre sous peu. Je m'oppose à ces deux motions pour les mêmes raisons, et je ferai donc la plupart de mes remarques sur la motion qui nous occupe maintenant, bien que mes arguments s'appliquent également aux deux. La motion qui nous est présentée demande que, conformément à la règle 10.11.1, le Comité sénatorial permanent des langues officielles soit autorisé à examiner l'objet du projet de loi C-13, loi modifiant la loi sur les langues officielles, édictant la loi sur l'utilisation du français dans les entreprises privées sous réglementation fédérale et apportant des modifications connexes à d'autres lois, déposée à la Chambre des communes le 1er mars 2022, avant que le dit projet de loi ne soit présenté au Sénat, et que pour les besoins de cette étude, le comité soit autorisé à se réunir, même si le Sénat est alors en séance ou à journée, l'application des règles 12.18.1 et 12.18.2 étant suspendues à cet égard. Chers collègues, les préétudes sont un outil légitime que le Sénat peut utiliser à sa discrétion. Ils ont été utilisés à de nombreuses reprises dans le passé et seront sans doute utilisés à nouveau. Toutefois, lorsqu'il examine la possibilité d'autoriser ou non une préétude, il est impératif que le Sénat détermine si la demande peut être considérée comme une utilisation légitime des préétudes. Le règlement du Sénat ne donne aucun critère quant à l'opportunité ou au moment de recourir à des préétudes. L'article 10.11.1 nous dit simplement que l'objet d'un projet de loi émanant de la Chambre des communes peut être renvoyé à un comité permanent pour étude à tout moment avant la réception du projet au Sénat. Cela signifie, chers collègues, que pour déterminer les critères de ce qui constitue l'utilisation légitime d'une préétude, nous devons examiner la pratique historique du Sénat. Et ensuite, nous devons considérer l'objectif des demandes qui nous sont présentées dans ce contexte. Au cours des 150 dernières années, 193 préétudes ont été approuvées par cette Chambre. Cela représente moins de 4 projets de loi par année. Parmi ceux-ci, 103 étaient des projets de loi qui ont été soumis au Comité des finances nationales ou au Comité sur les banques. Et la majorité d'entre eux étaient des projets de loi modifiant la loi sur l'impôt sur le revenu, la loi sur les banques ou la loi sur l'enquête sur les coalitions. En d'autres termes, ils ont abordé des questions portant généralement sur des projets de loi budgétaires ou sur la mise en œuvre d'autres mesures politiques bénéficiant d'un large soutien. La question à examiner dans les préétudes des comités était rarement de savoir si la politique devrait être mise en œuvre, mais comment. Il s'agissait de préétudes initiées à des fins procédurales ou politiques, et c'est une utilisation légitime des préétudes au Sénat. Les études préalables autorisées à des fins procédurales se répartissent grosso modo en 3 catégories. Premièrement, ils peuvent être mis en œuvre dans le but de solliciter des amendements avant l'adoption à la Chambre des communes. C'est fait afin d'éviter un match de ping-pong entre les deux chambres où la législation va et vient avec des amendements. Pour éviter cela, le gouvernement demandera au Sénat d'examiner un projet de loi à l'avance afin que les amendements proposés puissent être intégrés au projet de loi du côté de la Chambre. La dernière fois qu'une étude préalable a été utilisée de cette façon, c'était pour le projet de loi C-23, loi modifiant la loi électorale du Canada, en 2014. Le 24 mars 2015, le sénateur Grant Mitchell a déclaré à la Chambre qu'à son avis, il s'agissait d'une excellente raison pour une étude préalable. Je vais vous citer le sénateur Mitchell.
Je ne peux reprendre la voix du sénateur Mitchell, bien que j'aimerais bien pouvoir le faire. Nous avons eu une expérience dans un passé pas trop lointain où une étude préalable du Sénat sur la loi sur les élections équitables a abouti à l'acceptation d'amendements par la Chambre avant que le projet de loi ne sorte de la Chambre parce qu'ils ont été faits en parallèle. Compte tenu de cela et du fait que le ministre fait preuve d'ouverture d'esprit, c'est un argument très positif en faveur d'une étude préalable. J'ai pas toujours été d'accord avec le sénateur Mitchell, mais je suis bien d'accord avec lui cette fois-ci. C'est un exemple de raison légitime pour une étude préalable. Mes chers collègues, ce n'est pas ce que nous avons devant nous aujourd'hui. La deuxième raison légitime pour laquelle la Chambre des communes demande une préétude au Sénat, c'est de tirer parti d'une expertise spécifique du Sénat. Si le gouvernement pense qu'un projet de loi sera mieux étudié au Sénat qu'à la Chambre, parce qu'il est très technique, et que le Sénat possède une expertise en la matière, alors une préétude est logique. Nous l'avons vu en 2019 avec les projets de loi C-91, loi concernant les langues autochtones, et C-92, loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Dans chaque cas, le Sénat avait une expertise sur laquelle la Chambre s'est appuyée pour rédiger une meilleure législation. Notre Comité des peuples autochtones a apporté de nombreux amendements, dont beaucoup ont été acceptés par la Chambre et intégrés à la loi. Il y a eu de nombreuses autres occasions où le gouvernement a fait appel à l'expertise du Sénat par le biais d'une préétude approfondie sur des projets de loi spécifiques à la loi sur les banques, aux lois antitrust et plus encore. Ce sont là des exemples d'une utilisation légitime des préétudes. Cependant, dans les deux cas qui nous occupent, rien n'indique que c'est ce que le gouvernement a en tête. Au contraire, le Sénat semble être considéré comme une sorte de nuisance dont le gouvernement espère se débarrasser le plus rapidement possible. La troisième raison légitime pour une préétude, c'est d'accélérer l'adoption d'un projet de loi lorsqu'il arrive au Sénat. Nous l'avons vu lorsque nous avons utilisé des préétudes pour des mesures budgétaires, des projets de loi liés au COVID et des projets de loi qui découlent d'une décision de la Cour suprême lorsqu'il y a une date limite établie. Par exemple, le Sénat a mené une étude préalable en 2014 sur le projet de loi C-36, loi modifiant le Code criminel en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire procureur général du Canada contre Bedford. La Cour suprême avait annulé une partie du Code criminel et donné un délai au Parlement pour reformuler la législation. Une étude préalable était nécessaire et légitime pour s'assurer de respecter cette échéance. La même chose s'est produite avec le projet de loi C-14 sur l'aide médicale à mourir. Le Parlement disposait d'une fenêtre limitée pour répondre à la décision de la Cour et le Sénat a pris cela au sérieux et a entrepris une étude préalable. Cela s'est produit à nouveau avec le projet de loi C-7 lorsque la loi sur l'aide médicale à mourir a dû être modifiée en raison d'une autre décision de justice. Ce sont tous d'excellents exemples de l'utilisation légitime d'une étude préalable afin de répondre à un besoin urgent d'adopter une loi. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas avec le projet de loi C-11 ou C-13. Il n'y a pas de délai imposé par le tribunal, ni de date d'échéance imminente qui nous presse de nous dépêcher. Au contraire, chers collègues, ces deux projets de loi ont besoin de beaucoup de temps pour être exposés à la lumière du soleil. Il n'y a pas de consensus sur les questions et les préoccupations sont nombreuses. Les préétudes entreprises parce que le gouvernement cherche à obtenir des amendements de manière préemptive, il prévoit de s'en remettre intentionnellement à l'expertise du Sénat où il est nécessaire d'accélérer l'adoption d'une loi critique et urgente. Ce sont des raisons légitimes. C'est ce que nous avons vu pendant les années du gouvernement Harper.
Entre 2006 et 2013, des préétudes ont été utilisées pour 7 projets de loi budgétaires, 2 projets de loi concernant des modifications au code criminel et 2 projets de loi sur l'assurance-emploi. Entre 2013 et 2015, la deuxième session de la 41e législature, des préétudes ont été utilisées pour 4 projets de loi budgétaires afin d'accélérer de manière appropriée leur mise en œuvre. 2 projets de loi sur les affaires autochtones ou nordiques, parce que le Sénat avait une expertise sur ces questions, et un projet de loi sur la loi électorale parce que de nombreux sénateurs étaient, à l'époque, d'actuels ou d'anciens responsables de partis avec une grande expertise sur les élections. En outre, en ce qui concerne la loi sur les élections, le comité de la Chambre a attendu que le comité du Sénat lui soumette ses propositions d'amendement pour pouvoir les intégrer dans la loi. Il y a également eu une préétude sur un projet de loi visant à modifier le code criminel que j'ai mentionné plus tôt, qui a apporté des changements en réponse à une décision de la Cour suprême sur la prostitution, ainsi qu'une préétude sur la citoyenneté et une autre sur la sécurité nationale. Ainsi, en 9 ans, il y a eu 11 projets de loi budgétaires. Les projets de loi non budgétaires ont été au nombre de 10, soit en moyenne 1 par année. Il s'agissait de projets de loi pour lesquels le Sénat avait une expertise spécifique ou qui étaient urgents. C'est tout à fait différent de ce que nous voyons le leader du gouvernement au Sénat proposer aujourd'hui. Alors que les préétudes légitimes sont initiées pour des raisons de procédure ou de politique, les préétudes que l'on nous demande d'approuver aujourd'hui ont été initiées entièrement à des fins politiques. Plutôt que de chercher à améliorer la loi, le gouvernement semble avoir l'intention de faire fi d'un second examen objectif afin de faire adopter les projets de loi à toute vitesse et inutilement. Ce n'est pas le rôle du Sénat. Mais ce n'est pas la première fois que ce gouvernement tente d'utiliser les préétudes comme un moyen de compenser sa propre ineptie. En 2017, l'ancien sénateur Joseph Day a déclaré ce qui suit. La Chambre des communes ne devrait pas tenir pour acquis que nous allons contourner nos pratiques normales et traditionnelles afin de compenser ses propres défaillances dans la gestion de son agenda. Un collègue récemment à la retraite, le sénateur Mercer, nous dit ceci. Cette préétude continuera à permettre à la Chambre des communes de traiter le Sénat avec peu ou pas de respect. Cette étude préalable continuera à permettre à la Chambre des communes d'être paresseuse et trop paresseuse pour faire son travail en temps opportun. C'est ce que dit le sénateur Mercer. Les Canadiens s'attendent à plus. Les électeurs s'attendent à plus. J'ai un message pour la Chambre des communes. Arrêtez de nous faire perdre notre temps. Bougez et faites votre travail. Je cite encore une fois le sénateur Mercer. Le public s'attend à ce que la Chambre des communes fasse son travail. Nous attendons de la Chambre des communes qu'elle fasse son travail, car tout le monde sait que nous sommes prêts à faire le nôtre et je n'appuierai pas une étude préalable. Merci, sénateur Mercer. Quel que soit le parti au pouvoir, l'utilisation d'études préalables pour tenter de rattraper le temps perdu a longtemps été considérée comme une mauvaise idée. En 2015, encore une fois, mon ami le sénateur Grant Mitchell a déclaré « C'est une préoccupation, en particulier du côté de l'opposition, de souvent autoriser ou accepter les études préalables. Souvent, de bonnes raisons sont invoquées. Une raison est la pression du temps. C'est la moins bonne raison et souvent c'est parce que la Chambre des communes n'a pas montré au Sénat le respect adéquat et nous a simplement refilé le projet de loi à la dernière minute. Chers collègues, je ne suis pas opposé à ce que le Sénat autorise des études préalables à des fins légitimes. Mais ce n'est pas le cas qui nous occupe aujourd'hui. La Chambre n'est pas en train de rechercher des amendements de matière préemptive et proactive.
Elle n'a pas non plus l'intention de solliciter l'expertise du Sénat par déférence. Pour nous, il n'y a pas non plus de nécessité d'accélérer l'adoption d'une législation critique et urgente. Au lieu de cela, ils veulent juste que nous nous dépêchions. Ce gouvernement et solidaire du gouvernement au Sénat cherchent à normaliser la pratique des études préalables en suggérant qu'elles sont un moyen de s'assurer que, et je cite, qu'il y ait suffisamment de temps pour une étude et un débat adéquat, quelle que soit la rapidité avec laquelle la législation arrive en cette Chambre. Je vais encore une fois citer le sénateur Gold. L'autorité de préétudier les projets de loi est en notre pouvoir et nous donne le temps d'examiner correctement la législation sans préjudice de temps. Chers collègues, avec tout le respect que je vous dois, c'est une absurdité. Le Sénat n'a pas besoin d'une étude préalable pour avoir suffisamment de temps pour faire son travail correctement. Notre emploi du temps est entre nos mains, pas entre celles du gouvernement. Le sénateur Gold suggère de manière absurde que le Sénat devrait se hâter de présenter les projets de loi maintenant, fait que nous n'ayons pas à le faire plus tard. Je dirais que nous ne devrions pas nous précipiter du tout. La législation à laquelle le sénateur Gold fait référence ne fait pas partie d'une loi d'exécution du budget. Elle ne modifie pas la loi sur l'impôt sur le revenu et ne met pas en œuvre une politique qui a déjà été examinée et approuvée par l'autre endroit. En fait, nous pouvons nous attendre à ce qu'avant que nous recevions ces projets de loi en cette Chambre, ils soient amendés à l'autre endroit, ce qui pourrait rendre notre travail superflu et une perte de temps. Le député Chris Biddle, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien, a reconnu que des amendements au projet de loi C-11 étaient probables il y a quelques mois lorsqu'il a déclaré « Nous sommes impatients de voir ce projet de loi en comité et d'engager une discussion sur la façon de l'améliorer, en veillant à ce que ces principes et ce que nous et le ministre avons établi soient respectés. Il y a de la place pour des amendements et de la place pour la discussion, et l'endroit approprié est en comité. » Le Sénat est censé fournir un second examen objectif, mais il est difficile de faire cela lorsque nous n'avons même pas la copie finale du projet de loi. Cette préoccupation n'est pas nouvelle. L'ancienne sénatrice Joan Fraser l'a soulevée en 2014. Elle a déclaré « En tant que chef de l'opposition, comme le chef de l'opposition vient de le suggérer, qu'est-ce qu'on va étudier? Nous ne savons pas ce qui va nous venir de la Chambre des communes. » J'en déduis, après avoir écouté en fin de semaine diverses entrevues avec le ministre responsable, M. Poilievre, que le projet de loi sera bloqué au comité de la Chambre des communes pendant le prochain mois. S'agira-t-il toujours du même projet de loi lorsqu'il en sortira? Si ce n'est pas le cas, pourquoi faisons-nous une étude préalable? Le sénateur Mercer a fait une observation similaire en 2017 et a déclaré « Ma question fondamentale est si nous avions le temps de faire l'étude préalable et que, par miracle, il se passait quelque chose à l'autre bout du couloir et qu'il changeait quelque chose dans le budget, qu'il trouvait quelque chose d'erroné et qu'il le corrigeait alors que nous sommes ici à perdre notre temps à étudier quelque chose de différent. Nous voulons étudier ce qui va réellement nous être présenté. » La semaine dernière, la ministre Petitpas-Taylor a lancé les consultations pour la préparation du plan 2023-2028 pour les langues officielles. Ces consultations sont très importantes cette année car elles permettront d'éclairer le travail des parlementaires sur le projet de loi C-13. Alors pourquoi le gouvernement s'empresse-t-il de préétudier le projet de loi C-13 en comité en même temps qu'il lance des consultations auprès de la population canadienne sur la façon dont ce projet de loi pourrait être amélioré et mis en œuvre? Ne serait-il pas plus logique que le Sénat attende d'avoir les résultats de cette consultation
entre les mains avant de procéder à l'examen du projet de loi. Chers collègues, la seule raison pour laquelle nous serons tenus d'accélérer ces projets de loi est de faciliter le programme politique du gouvernement avant qu'il ne soit adopté dans l'autre endroit. C'est un affront au rôle du Sénat et surtout un Sénat que le premier ministre dit vouloir apolitique. Le sénateur Gould l'a dit lui-même. Je suis ici en tant que représentant du gouvernement et je vous dis que je ne sais pas quand la loi arrivera. C'est néanmoins une priorité absolue du gouvernement qui fait tout ce qu'il peut pour la faire aboutir. Cette législation est une priorité absolue du gouvernement et nous devrions donc apparemment nous mettre au diapason et accélérer son adoption. Je voudrais rappeler au sénateur Gould que la majorité de travail que le gouvernement a arraché sur les mesures de voies et moyens ne lui donne pas une majorité aux yeux du public. Politiquement, on leur a accordé une minorité. Il est donc absurde de suggérer que simplement parce qu'une chose est une priorité pour eux, qu'elle devienne soudainement une priorité pour tous les Canadiens, que le Sénat devrait s'attendre à les traiter comme s'ils avaient une majorité. S'ils veulent accélérer les choses, le gouvernement NPD libéral a tous les outils à sa disposition. Il a la majorité des voix à la Chambre et il n'a pas besoin de notre aide pour faire son travail. Je comprends que même s'ils ont une majorité de travail à la Chambre des communes, ils ne peuvent toujours pas faire quoi que ce soit en temps opportun. Mais ce n'est pas notre problème. Chers collègues, les études préalables sont légitimes lorsqu'elles sont utilisées pour les bonnes raisons. Mais ce gouvernement veut les utiliser simplement pour compenser sa propre ineptie. Et je dirais que lorsqu'un gouvernement s'empresse d'adopter une loi qui n'a aucune raison politique ou procédurale claire d'être accélérée, nous ferions mieux de ralentir et de l'examiner attentivement. Contrairement à ce que ce gouvernement veut nous faire croire, le temps est un ingrédient essentiel du processus démocratique, surtout lorsqu'un projet de loi est aussi controversé que ces deux projets de loi. Le temps permet d'accroître la sensibilisation du public, le débat public et l'adhésion du public. Les sénateurs ne sont pas les seuls à devoir être convaincus qu'une législation mérite d'être appuyée. Ce sont les Canadiens qui doivent aussi être convaincus. Cela prend du temps. Le fait que des études se déroulent simultanément à la Chambre des communes et au Sénat est une manière terrible de créer une politique publique. Cela donne à tous l'impression que quelque chose est en train de passer en force au Parlement, ce qui ne fait qu'attiser les feux du cynisme et de la suspicion. Je dirais que dans l'environnement actuel, c'est la dernière chose dont nous avons besoin. Si nous voulons restaurer la confiance dans nos institutions publiques, nous devons prendre le temps nécessaire pour le faire. Sinon, nous ne ferons que jeter de l'huile sur le feu de la désinformation et des théories du complot. La sénatrice Dasco a parlé pour beaucoup d'entre nous lorsqu'elle a dit « Nous avons également besoin de l'assurance que le comité disposera du temps nécessaire pour faire son travail. » Lorsque j'entends parler de l'urgence d'adopter un projet de loi, je ne peux m'empêcher de me demander si nous aurons vraiment le temps de l'examiner. Si nous continuons à entendre parler de l'urgence, cela soulève très certainement des questions quant à savoir si nous aurons le temps. Cela soulève des questions, en effet, chers collègues. D'un côté, nous sommes censés ne pas être pressés. Mais d'autre part, la motion demande que les comités puissent siéger pendant que le Sénat siège et même lorsqu'il est ajourné. C'est urgent, mais prenez votre temps. Mais ne prenez pas trop votre temps parce que c'est une priorité. Il n'y a pas de justification claire pour ces études préalables et nous devons rejeter ces motions. Chers collègues, le Sénat joue un rôle important en assurant un second examen objectif. Cela signifie qu'après que l'autre endroit nous a envoyé la législation, nous l'examinions une seconde fois sans précipitation.
Nous devons être prudents dans l'utilisation des études préalables et ne les approuver que s'il existe une raison légitime, claire de le faire. Encore une fois, en 2017, l'ancien sénateur Day a déclaré « Je suis généralement prudente en ce qui concerne les études préalables. Je sais que c'est dans le règlement, je sais que cela peut s'agir d'un outil utile de temps en temps, mais à mon avis, cela nous éloigne du rôle de chambre de second examen objectif. Elle nous fait jouer un rôle concurrent à celui de la Chambre des communes et cela m'a toujours inquiété. Les études préalables de projet de loi nous détournent du rôle que nous jouons traditionnellement, à savoir fournir une seconde réflexion. C'est pourquoi, comme l'a dit le sénateur Harder, les études préalables devraient être occasionnelles. En mai 2018, le sénateur Harder a déclaré « L'utilisation d'une étude préalable en cette Chambre est occasionnelle lorsque les circonstances appropriées se présentent. » Évidemment, cela a été plus régulièrement le cas pour des questions budgétaires. La sénatrice Rayna Andrichuk a noté le même fait en 2011 lorsque nous étions au gouvernement. Je pourrais ajouter en disant « Une étude préalable n'est pas le cours normal de la conduite des comités. » Au lieu de nous permettre de faire un meilleur travail, les études préalables, qui n'ont aucune base légitime, nous entravent dans notre travail. Elles ne nous permettent pas d'examiner correctement les projets de loi et nous empêchent d'assumer notre responsabilité de fournir un second examen objectif. Chers collègues, j'ai beaucoup de mal à voir la raison d'être des motions qui nous sont présentées. D'ici à ce qu'une étude préalable sur l'un de ces projets de loi puisse être lancée, il ne nous restera que de 2 à 3 semaines avant les vacances d'été. Je ne sais pas trop quoi penser de tout cela. Le gouvernement s'attend-il à ce que nous réalisions une préétude de projet de loi très controversé en 2 ou 3 semaines? Les comités ont habituellement une réunion par semaine. Bon, si on nous envoie le projet de loi avant juillet, s'attend-il à ce que nous les examinions avant les vacances d'été? Et si oui, prévoit-il faire revenir la Chambre des communes pendant l'été afin de traiter nos amendements? C'est peu probable. Chers collègues, nous savons tous qu'il ne ferait pas une telle chose. Il serait tout à fait heureux que nous fassions passer le texte en urgence dans cette Chambre et qu'on siège en juillet, mais il n'y a aucune chance qu'il traite l'un de nos amendements avant la fin de septembre au plus tôt. La seule chose qu'une étude préalable ferait, c'est nous inciter à nous précipiter dans notre travail au lieu de prendre le temps nécessaire pour le faire correctement. À ce stade, je ne peux m'empêcher d'approuver les propos tenus par la sénatrice Cordy en avril 2014. Elle a dit, « Honorable sénateur, si je croyais qu'une étude préalable ferait une différence, je serais la première en ligne pour la promouvoir, mais je ne crois pas qu'elle fasse une différence. Si je croyais que les voix des Canadiens seraient écoutées dans le cadre d'une étude préalable, je serais la première à en faire la promotion, mais je ne crois pas qu'une étude préalable puisse faire une telle différence. Si je croyais que le comité chargé de l'étude préalable prendrait le temps de se rendre dans les régions du Canada pour laisser les Canadiens leur parler, je ferai la promotion de l'étude préalable, mais je ne crois pas que cela se produira. Chers collègues, une étude préalable est un outil pour les affaires urgentes. Or, aucun de ces projets de loi n'est urgent. Le gouvernement a attendu des années pour le déposer et ne s'est pas soucié de les retarder davantage en prorogeant le Parlement, puis en déclenchant plus tard des élections inutiles dont les Canadiens ne voulaient pas. Le sénateur Gold essaie de défendre l'indéfendable. Nous devrions rejeter ces motions et nous remettre à faire le travail important du Sénat. Merci. Question?